On a tous déjà ressenti ça, je pense. Ah oui, cette sensation d'être un peu... Submergé par une montagne de petites tâches manuelles, répétitives, qui finissent par grignoter des heures précieuses dans une journée. Totalement. On entend beaucoup parler d'automatisation comme de la solution miracle, mais le sujet peut vite devenir intimidant. C'est clair. Tout ce jargon technique, ces schémas qui ressemblent à des plans de métro... C'est un peu comme regarder le capot d'une voiture sans rien y connaître. Et c'est justement ce qui est intéressant avec la matière qu'on analyse aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de devenir des mécaniciens, Non. c'est simplement de comprendre, disons, les 4 ou 5 principes de conduite qui changent tout. L'objectif, en fait, c'est pas de se perdre dans la technique. Au contraire, c'est de tout simplifier. Exactement. Notre mission pour cette discussion, c'est vraiment de démystifier complètement ce domaine. On va déconstruire cette complexité en se concentrant sur 4 concepts fondamentaux. Et souvent assez surprenant. Oui. L'idée, c'est de repartir avec une vision limpide des mécanismes qui permettent aux applications de communiquer entre elles et de travailler à notre place. Il faut voir ces 4 concepts comme une boîte à outils. Vraiment. C'est une bonne image. Une boîte à outils logique, accessible, qui transforme cette idée un peu floue et intimidante de l'automatisation en quelque chose de très concret, de tangible. D'accord. Notre analyse va donc suivre ces 4 piliers pour bâtir une compréhension solide, même en partant de zéro. Parfait. Alors, le premier obstacle technique qu'on rencontre presque toujours, c'est ce fameux acronyme de 3 lettres API. Le fameux. Bon, déconstruisons ça. La meilleure façon de le comprendre, je trouve, c'est d'utiliser une métaphore qui parle à tout le monde. Celle du restaurant. Exactement, celle du restaurant. C'est une excellente image pour commencer. Elle est très intuitive. Mais comme on va le voir, elle a aussi ses limites. Ce qui la rend encore plus intéressante. Alors, allons-y. Imaginez, on est dans ce restaurant. D'abord, il y a le client, à table. D'accord? Le client, c'est l'application qui a besoin de quelque chose. Ça peut être un outil d'automatisation, disons N8N, qui veut ajouter une info dans une base de données. Ou même une IA comme ChatGPT qui cherche une donnée. C'est ça. C'est lui qui formule la demande, qui veut commander un plat. Il a un besoin spécifique, il veut passer une commande précise qui est sur le menu. Voilà. Ensuite, entre en scène le deuxième personnage clé, le serveur. Le serveur, c'est notre fameuse API. L'intermédiaire. L'intermédiaire, parfait. Il ne cuisine pas, il ne décide pas du menu, il prend la commande du client, donc la demande de l'application, il la transmet en cuisine, Et il rapporte le plat. et il rapporte le plat, la réponse. C'est le messager. Enfin, il y a la cuisine avec le cuisinier. Le cuisinier, lui, c'est l'application qui détient l'information ou qui exécute la tâche. Une base de données comme Airtable, par exemple. Exactement. Elle reçoit l'ordre, prépare la commande et la donne au serveur pour qu'il la livre. Et c'est là que la métaphore devient, je trouve, plus profonde. Ce serveur API n'est pas juste un messager passif. Ah non, Il a des règles très strictes. Il a un menu, qui est en fait la documentation de l'API, et il refusera une commande si elle n'est pas formulée exactement comme il le souhaite. c'est une nuance cruciale, ça. Oui, si on demande un steak frites alors que le menu indique entrecôte pomme allumette, il dira que la commande n'est pas valide. Il valide et il sécurise l'échange. Tout à fait. Il peut aussi vérifier si on a le droit de commander. Il peut demander une clé d'accès, un peu comme une carte de membre, pour s'assurer qu'on est autorisé. Donc ce n'est pas un simple intermédiaire. C'est aussi un garde du corps qui protège la cuisine. Et ce qui est fou, c'est que grâce à ce serveur garde du corps, des outils qui à l'origine ne se parlaient absolument pas, Qui ont été conçus par des entreprises différentes, sans aucune intention de collaborer. peuvent soudainement communiquer de manière fluide et efficace. C'est exactement ça. Pensez aux applications de VTC comme Uber. Oui, bon exemple. Elles n'existeraient pas sans les API. Uber ne développe pas son propre système de cartographie, ni son propre système de paiement. Non, bien sûr. L'application, en fait, c'est un chef d'orchestre. Elle utilise l'API de Google Maps pour la navigation, l'API de Stripe pour le paiement et celle de Twilio pour envoyer le SMS « Votre chauffeur est arrivé ». L'API, c'est le ciment invisible. C'est le ciment qui permet d'assembler des briques qui n'étaient pas faites pour aller ensemble. Elle brise les silos entre les applications. On devient le véritable chef d'orchestre de tous nos outils numériques. Exactement. Ce qui nous amène parfaitement à notre deuxième concept, qui reprend justement cette idée de chef d'orchestre. Une fois que les outils peuvent se parler, Il faut bien que quelque chose lance la conversation. voilà. Toute automatisation a un point de départ. Un événement qui met la machine en route. On appelle ça le déclencheur ou trigger en anglais. C'est l'étincelle initiale, le la donné par le premier violon. C'est l'étincelle. Et c'est un mécanisme qu'on utilise sans arrêt dans la vie de tous les jours. L'exemple est très parlant. Sur l'autoroute, voir les feux de stop de la voiture de devant s'allumer. C'est le déclencheur. C'est le déclencheur. Et l'action qui en découle quasi automatiquement, c'est de freiner. Logique. Dans le monde numérique,
Un déclencheur, ça peut être recevoir un nouvel email, un rendez-vous ajouté au calendrier, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, Il y a une règle d'or, une règle fondamentale et un peu contre-intuitive. Une automatisation, un workflow, ne doit avoir qu'un seul et unique déclencheur. et je pense que c'est le point qui surprend le plus les gens au début. C'est vrai. On reçoit souvent la question « Et si je veux que la même chose se produise quand je reçois un email ou quand je déplace une carte dans mon Trello ?» C'est une demande légitime. C'est légitime, mais c'est un piège. Tenter d'avoir 2 déclencheurs pour un seul workflow, c'est la porte ouverte au problème. Pourquoi est-ce un piège? Intuitivement, on se dit que ça devrait être possible. Pour reprendre la métaphore de l'orchestre, Oui, imaginez une symphonie avec 2 chefs d'orchestre. Si chacun donne le signal de départ à un moment différent, même à une fraction de seconde d'intervalle, c'est le chaos. ce n'est pas de la musique, c'est du chaos. En automatisation, c'est le même principe. Avoir plusieurs déclencheurs, c'est risquer que les actions se lancent en double, entrent en conflit. Ou ne se lance pas du tout. Exactement. Parce que le système ne sait plus quelle instruction suivre, cette règle n'est pas là pour brider la créativité, mais pour garantir la stabilité. Et la fiabilité? Et la fiabilité. La solution, ce n'est pas d'avoir 2 déclencheurs, mais de créer 2 workflows distincts, Ah, d'accord. qui peut-être appellent un troisième workflow réutilisable, qui contient les actions communes. C'est là qu'on commence à penser comme un vrai architecte. On construit 2 portes d'entrée distinctes pour arriver, si besoin, dans la même pièce. C'est beaucoup plus propre. Beaucoup plus prévisible. Une fois qu'on a notre chef d'orchestre et que la musique commence, on arrive au troisième concept. Et là, on s'attaque à une idée reçue assez tenace. L'idée qu'une automatisation serait un peu stupide. C'est ça. Une simple ligne droite où l'action A entraîne toujours et inévitablement l'action B. Un simple enchaînement mécanique sans aucune forme d'intelligence. Exactement. Alors qu'en réalité, un workflow bien conçu peut être bien plus intelligent que ça. Il peut s'adapter. Cette intelligence, elle se manifeste principalement de 2 manières. La première, c'est la capacité à prendre des décisions. Le fameux si, alors. C'est ça, les conditions, ce qui permet au workflow de s'adapter au contexte. L'exemple du formulaire LinkedIn pour une séance de coaching est parfait pour ça. D'accord. Le déclencheur est simple. Une nouvelle personne remplit le formulaire. Mais au lieu d'envoyer le même email à tout le monde, le système va d'abord se poser une question. C'est ça, la condition. Il va vérifier, est-ce que l'adresse email de cette personne est déjà dans ma base de données client? Et en fonction de la réponse, le chemin diverge. Voilà. Si, oui, l'adresse est connue, alors l'automatisation envoie un email qui dit « Ravi de vous revoir parmi nous ». Mais sinon, c'est un nouveau contact, alors l'email sera différent. Du genre bienvenue dans notre communauté. Exactement. Le système s'adapte. On peut même ajouter des couches de complexité. C'est ce qu'on appelle les conditions imbriquées. On peut aller plus loin que le simple oui-non. C'est-à-dire? Par exemple, si le contact est nouveau et que son entreprise a plus de 50 employés, alors n'envoie pas un email standard, mais envoie plutôt une notification à un commercial. Pour un suivi personnalisé? On commence à créer de véritables arbres de décision. Ça rend l'automatisation beaucoup plus pertinente. Mais que se passe-t-il si ça rate? Si, au moment d'envoyer l'email, le service est en panne? Très bonne question. C'est là qu'intervient la deuxième facette de l'intelligence d'un workflow qui est peut-être la plus cruciale pour la fiabilité. C'est la gestion des erreurs. Oui, Le monde numérique n'est pas parfait. Une API peut être indisponible, un service peut ramer, un workflow basique s'arrêterait net. et on ne se rendrait même pas compte. Souvent non. La gestion des erreurs, c'est le fait de définir un plan B, un chemin alternatif en cas d'imprévu. On anticipe les problèmes potentiels. Précisément. Pour reprendre l'exemple de l'email, un workflow intelligent aura une instruction du type si l'envoi échoue, attends 5 minutes et réessaye. Ce qui résout souvent les bugs passagers. Souvent oui. Mais on peut aller plus loin. Si le deuxième essai échoue encore, alors arrête d'essayer et envoie-moi plutôt une notification sur Slack. Pour une gestion manuelle. Voilà, on garde le contrôle même en cas de problème. C'est ça qui transforme une automatisation fragile en un système robuste, fiable, sur des mois et des années. D'accord.
On a donc des applications qui se parlent grâce aux API, un chef d'orchestre unique. Un workflow intelligent qui s'adapte et gère les erreurs. On en arrive à notre quatrième et dernier concept. Et celui-ci, c'est moins une brique technique qu'une approche stratégique, un secret des pros. Une question de méthode, de philosophie même. Absolument. L'idée, c'est que même si l'objectif final, c'est souvent l'automatisation à 100%, Où tout se fait sans intervention humaine, la meilleure méthode pour y parvenir, c'est de ne surtout pas commencer par là. c'est contre-intuitif. Il faut commencer par ce qu'on appelle la semi-automatisation. C'est un peu paradoxal, non? On veut automatiser, mais on garde une étape manuelle. C'est ça, et c'est toute la subtilité. La semi-automatisation, c'est un processus qui inclut volontairement une étape de validation humaine. D'accord, un exemple. Un workflow qui utilise une IA pour rédiger un email de prospection, au lieu que le système rédige l'email et l'envoie direct dans la foulée, Il marque une pause. il marque une pause, il attend le feu vert d'un humain. Le système fait 90% du travail, mais il laisse le dernier mot à l'humain. C'est le principe. Le système rédige, puis il attend, l'humain reçoit une notif, il relit le texte, il modifie si besoin, et il appuie sur un bouton « Valider ». Et c'est seulement cette action qui déclenche la suite. C'est seulement cet appui qui lance l'envoi. Et il y a cette phrase clé qui résume tout. Je commence toujours par créer une semi-automatisation. J'automatise jamais quelque chose à 100% dès le jour 1. Et pourquoi est-ce si important de passer par cette phase? Pour deux raisons fondamentales. La première est technique. C'est un filet de sécurité. Ça permet de tester en conditions réelles. De voir ce que l'IA produit vraiment, de vérifier que tout fonctionne, mais en gardant un contrôle total. Et je peux vous dire par expérience que sauter cette étape, C'est le meilleur moyen de faire une bêtise. c'est la meilleure façon de se retrouver à envoyer 500 emails incorrects à ses meilleurs clients un lundi matin. La validation manuelle, au début, ce n'est pas une option. C'est une assurance. Voilà. Et la deuxième raison est psychologique. C'est une phase qui permet de construire la confiance. On ne peut pas faire confiance à une boîte noire. Exactement. En validant manuellement des dizaines, peut-être des centaines de fois, on observe le comportement du système. On apprend à anticiper. On voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est seulement lorsqu'on constate que dans 99,9% des cas, on n'a aucune modification à faire, qu'on peut envisager de supprimer la validation. À ce moment-là, ce n'est plus un saut dans l'inconnu. C'est un choix stratégique, éclairé par l'expérience. On décide consciemment d'échanger un risque d'erreur devenu infime contre une libération massive de temps. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Si on rassemble les pièces du puzzle, on a une vision beaucoup plus claire. On y voit plus clair, oui. On comprend que les applications ne sont pas des boîtes noires isolées. Elles peuvent dialoguer via ces serveurs qu'on appelle API. Des ponts entre les îles, mais des ponts bien gardés, on ne l'oublie pas. On sait que chaque symphonie d'action est lancée par un seul chef d'orchestre, le déclencheur, pour garantir l'ordre. Et on a compris la bonne pratique. Créer deux orchestres distincts si on a deux points de départ, plutôt que d'essayer d'en avoir un avec deux chefs. On a vu aussi que ces processus ne sont pas rigides. Ils peuvent prendre des décisions intelligentes grâce aux conditions. Et anticiper les erreurs pour être robustes. Ce qui les rend fiables au quotidien et nous permet de dormir sur nos deux oreilles. Carrément. Et enfin, on a compris que la prudence de la semi-automatisation, cette étape de validation humaine au début, Est la voie la plus sûre vers la confiance et finalement vers une automatisation complète et sereine. c'est ça. Et c'est là qu'on boucle la boucle. On voit comment ces 4 idées transforment un concept perçu comme très complexe Très technique. en une boîte à outils logique, presque intuitive. On ne parle plus de code, on parle de serveur dans un restaurant, de chef d'orchestre. De plombée et de filet de sécurité. C'est un changement de perspective complet. Ça rend le sujet beaucoup moins intimidant. Complètement. Et en y réfléchissant, cela soulève une question importante. En pensant à son propre quotidien, à ses propres tâches, quelle pourrait être la première action répétitive, même toute petite, à laquelle on pourrait imaginer appliquer une première étape de semi-automatisation? Pas pour tout révolutionner d'un coup, mais juste pour faire ce premier pas, pour construire ce premier pont de confiance avec la machine.